Bienvenue, aujourd'hui on va explorer une dynastie marocaine qui passe souvent un peu sous les radars de l'histoire classique, les Ouattacides. C'est vrai. Pourtant, ils ont gouverné pendant quoi? Près d'un siècle. Une période charnière. Alors pourquoi cette relative obscurité? C'est un peu l'énigme. Une vraie question. Pour cette discussion, on s'appuie sur différentes chroniques, des travaux d'historiens. Nassiri, par exemple, en parle, même si, bon, il a parfois tendance à les voir un peu comme une simple continuation des Mérinides finissants. Oui, parce qu'ils étaient déjà là dans l'administration mérinide, c'est ça qui est important. Justement, Tout à fait. L'enjeu pour nous, c'est de comprendre qui ils étaient vraiment, ces Ouattacides, d'où ils venaient, comment ils ont émergé dans ce contexte si particulier. très particulier, ouais. Fin des Mérinides, la pression ibérique qui monte, la Reconquista qui, en quelque sorte, traverse le détroit, et puis, bien sûr, la montée des Saadiens depuis le sud. Il faut essayer de démêler leur rôle, leur place entre ces deux grandes dynasties, Mérinides avant, Saadiens après. Exactement. Comprendre leur action dans cette transition majeure. Bon, pour commencer, situons peut-être l'époque. On parle d'une période assez courte, finalement. Oui, Grosso modo, de 1462, c'est l'année où le dernier sultan mérinide, Abdelhak, est assassiné, jusqu'à 1548, voire 1554 pour la fin définitive avec la prise de Fès par les Saadiens. à peine un siècle. Un siècle, mais alors d'une densité historique assez incroyable. Le décor est planté, c'est clair, dans une ère de fracture, de changements profonds. D'un côté, l'édifice mérinide qui s'effondre, de l'intérieur, miné par les querelles. C'est ça. Et de l'autre, la fin de la Reconquista en Espagne. Grenade tombe en 1492, le dernier bastion nasride. Et cette dynamique de reconquête, elle ne s'arrête pas là. Pour les Portugais et les Espagnols, il y a une forme de continuité logique à poursuivre l'effort en Afrique du Nord. C'est la suite en quelque sorte. Exactement. Et donc on assiste à une occupation progressive, méthodique, des points clés de la côte marocaine, Ceuta, c'est très tôt, 1415, puis Tanger, Azila, Anfa, la future Casablanca, Azemmour, Mazagan, Safi, jusqu'à Agadir. Ils prennent tous les ports importants en fait. Ils essayent, oui. L'objectif est double, sécuriser les routes maritimes et puis essayer de capter directement le commerce transsaharien par la mer, court-circuiter les routes terrestres. D'accord, donc les Ouattacides, ils apparaissent dans ce climat de décomposition mérinide et de menace extérieure qui grandit, mais sortent pas de nulle part si je comprends bien. Non, non, c'est un point crucial. Ils sont déjà bien en place. Ils occupent des postes importants. Vizir, gouverneur, chef militaire. Et surtout, ils contrôlent la collecte des impôts. Ah, le nerf de la guerre. Voilà. Ils ont la main sur un appareil administratif essentiel qui fonctionne encore. Et cette position, au cœur de l'État, ça leur donne une force considérable quand l'autorité mérinide finit par s'écrouler. On dit souvent qu'ils étaient liés aux Mérinides, presque la même famille. C'est un peu plus complexe que ça. Ils sont considérés comme des cousins, oui. Les deux groupes, Mérinides et Ouattacides, viennent de la même grande confédération tribale, les Ennata. Ah oui, les Ennata, très importants dans l'histoire du Maghreb. Extrêmement important et sur une très longue durée. Bien avant les Mérides d'ailleurs, dès l'époque des Omeyyades de Cordoue, ils jouaient un rôle majeur en Andalousie et au Maghreb. Et An-Nassiri, l'historien, il propose même une origine encore plus ancienne, non? Assez surprenante. Oui, il avance une hypothèse intéressante, bien que difficile à prouver. Il suggère qu'ils pourraient descendre de groupes almoravides qui se seraient réfugiés dans le Rif après la chute de leur empire, voire même un lien avec Youssef Ben Tachfin lui-même. Fascinant, cette idée de continuité à travers les siècles. Ça suggère une sorte de résilience de certaines lignées, de certains groupes d'influence qui arrivent à traverser les changements dynastiques et à refaire surface. La famille elle-même, c'est les Banu Ouattas? Est-ce que ce nom veut dire quelque chose? C'est ce rôle des Ennata, ce groupe tribal, dans l'histoire politique de la région. Comment ils arrivent au pouvoir alors? Ça se fait pas en douceur, j'imagine. Pas du tout. C'est dans un bain de sang, en fait. Le sultan mérinide Abdelharak, inquiet de leur influence grandissante, décide de frapper fort. Il tente de les éliminer. Une purge? Oui, une purge violente. Il fait massacrer une grande partie de la famille Ouattacide, y compris son propre grand vizir, qui était un Ouattacide. Terrible. Et ça a dû avoir l'effet inverse. Exactement. Parce que pour remplacer les Ouattacides, notamment pour gérer les finances, un poste clé, Abdelhak fait ce qui va être vu comme une provocation énorme. En 1462, il nomme deux notables juifs, Haroun et Shawil, à des postes importants dans l'administration fiscale. Oula. À Fès, la capitale, ça a dû faire des vagues. La réaction est immédiate.
très violente. La population de Fès, déjà sous tension, sans doute travaillée par différents courants, se soulève et tue le sultan Abdelak. Et après? Le chaos. Une période d'incertitude, oui. Et là, fait intéressant, c'est une famille d'origine idrisside, les Joussé, un nom qui existe encore, qui prend le pouvoir, pour environ 2 ans seulement. Ah, les Idrissides, les descendants du fondateur de Fès. C'est ça, c'est un signe avant-coureur en fait de l'importance croissante de la légitimité chérifienne, c'est-à-dire l'idée qu'il faut descendre du prophète pour être un dirigeant légitime. Les Saadiens vont jouer à fond cette carte juste après. Mais cet intermède chérifien, il ne dure pas. Non, très court. Parce qu'un des rares survivants du massacre des Ouattassides, un certain Mohamed al-Sheikh al-Ouattassi, attention à ne pas confondre avec le Saadien du même nom plus tard, avait trouvé refuge. Où ça? Vers Assila, ou dans les montagnes du Jibala. Il prépare son retour, et vers 1464, il réussit à prendre Fès. C'est le vrai début de la dynastie Ouattasside, même si le premier sultan que les chroniques reconnaissent officiellement, c'est un certain Yahya. Bon, une fois installés, sur quoi règnent-ils exactement et quels sont leurs grands défis? Alors, leur pouvoir s'exerce surtout sur le nord du Maroc actuel. Ça peut déborder un peu vers Tlemcen, mais c'est fluctuant. L'Andalousie, évidemment, c'est fini. Surtout, leur contrôle sur les côtes est très faible. À cause des Portugais et des Espagnols. Oui, mais pas seulement. Il y a même une situation un peu paradoxale. Les Banu Ahmar de Grenade, les Nasrides, qui étaient en théorie des vassaux des Mérinides, ont profité de la faiblesse de ces derniers pour étendre leur propre influence sur certaines villes côtières marocaines, comme Tanger. Le monde à l'envers. Un peu, oui. Les anciens suzerains mérinides finissants étaient presque devenus dépendants de leurs anciens vassaux. Les Ouattassides héritent de cette situation très, très dégradée. Et face aux Portugais, ils font quoi? La population devait attendre une réaction forte, non? Ils essayent. C'est indéniable. Ils mènent plusieurs campagnes militaires contre les Portugais, près d'Azila, d'Anfa, d'Azemmour, mais les résultats sont, mitigés. Les succès sont rares, fragiles. On sent bien que la puissance militaire n'est plus ce qu'elle était. L'élan est un peu brisé depuis la fin des Grands Mérinides. C'est ça. Et c'est dans ce contexte qu'arrivent ceux qui vont finalement les remplacer, les Saadiens, depuis le sud. Comment ça se passe au début entre eux? Au début, les relations sont correctes, en surface en tout cas. Les Saadiens, ils émergent dans le Souss, et leur discours, leurs premières actions, c'est la lutte contre les Portugais, surtout autour d'Agadir. Un discours mobilisateur. Très. Et, point important, ils mènent ce combat au nom du sultan Ouattasside. Ils lui prêtent allégeance, formellement, ils se présentent comme les soldats du djihad, sous l'autorité légitime de Fès. Malin. Mais ça ne va pas durer. Qu'est-ce qui fait que les Saadiens réussissent là où les Ouattassides piétinent un peu? C'est une combinaison de facteurs, en fait. Très efficace pour l'époque. D'abord, ils arrivent à mobiliser très largement les tribus du Sud, les Marakil, les Sanaja. Ensuite, ils semblent avoir pas mal de ressources humaines et financières, peut-être grâce au contrôle des routes carvanières du Sud. Et militairement? Ils adoptent et maîtrisent l'artillerie. Les fameux canons, que les chroniques appellent Al-Anfad. Ça, c'est nouveau, et ça fait une différence. Al-Anfad. On sent l'importance de cette nouvelle technologie. Oui, c'est une rupture. Mais leur force, ce n'est pas que militaire. Leur stratégie est aussi très symbolique, très religieuse. Ils vont réussir à capter l'énorme ferveur spirituelle qui traverse le pays à ce moment-là. Comment ils font ça? Un exemple très fort, ils transfèrent le dépouille d'Al-Jazouli, un maître soufi immensément respecté, de là où il était enterré vers Marrakech. Et ils font de Marrakech leur capitale. Geste très symbolique. Énorme. Ça leur assure le soutien massif des confréries soufis, les Zaouïas, qui sont en plein essor. Celles qui suivent Al-Jazouli, comme les Dilaya, mais aussi d'autres. Et surtout, ils jouent à fond la carte de la légitimité chérifienne. La descendance du prophète. Exactement. Ça résonne très fort dans ce contexte de crise. Beaucoup plus que l'image des Ouattassides, vus plutôt comme des chefs de guerre zénata, des administrateurs, mais sans cette aura sacrée. Il y a aussi une dynamique géographique, non? Le sud qui monte vers le nord? C'est une constante dans l'histoire marocaine, souvent. Des mouvements unificateurs qui partent du sud. Les Saadiens s'inscrivent là-dedans. Ils prennent Agadir, traversent l'Atlas, arrivent devant Marrakech. Et là, le gouverneur Ouattasside, Il résiste, hein? il ouvre les portes. Pour éviter un siège, sans doute. Mais ça lui portera pas chance. Selon An-Nassiri, les Saadiens l'invitent à une partie de chasse peu après et l'empoisonnent. Ah oui, quand même. Fin de la coopération. C'est à rupture totale. L'allégeance n'était qu'une façade. C'est le début de la guerre ouverte. Le sultan Ouattasside essaie de reprendre Marrakech, mais il doit lever le siège parce qu'il y a une révolte à Fès sur ses arrières. Pas de chance.
La bataille décisive, elle a lieu plus tard, près de l'Oued El Abid, dans le Tadla. Et là, c'est une victoire nette des Saadiens. Et c'est dans ce contexte de guerre civile qu'on voit apparaître une figure presque de roman, Boabdil, le dernier roi de Grenade. Oui, le fameux Mohamed XII, celui du dernier soupir du mort en quittant Grenade en 1492. Après son exil, il trouve refuge où? À Fès, chez le sultan ouattacide de l'époque, qui s'appelait aussi Mohamed al-Cheikh. Il serait même revenu aux sources en quelque sorte. C'est ce qu'il aurait dit, oui, que ses ancêtres venaient de la région de Fès. Et il ne reste pas inactif là-bas. Ah non? Non, il prend les armes. Aux côtés des Ouattacides, contre les Saadiens. Son destin final est un peu flou d'ailleurs. Comment ça? Il y a deux versions principales. Soit il est mort de mort naturelle à Fès, où il serait enterré, soit il est mort au combat, justement, lors de cette bataille décisive de l'Oued El Abid, en combattant pour les Ouattacides. Incroyable destin. Finir sa vie dans une guerre civile marocaine après avoir été le dernier roi de Grenade. Ça donne le vertige, oui. D'ailleurs, les sources mentionnent qu'il y a eu un regain d'intérêt espagnol il y a quelques décennies pour essayer de retrouver sa tombe présumée à Fès. Ça s'inscrit sans doute dans une relecture plus large et parfois compliquée des relations entre l'Espagne et le monde musulman. Tout à fait. Avec tout le débat sur les mots aliantés, morts, arabes, musulmans, et parfois une tendance à vouloir un peu déconnecter à l'Andalouse de ses liens avec les capitales impériales marocaines comme Fès. Pour revenir au Ouattacide de Nem, il y a ce sultan avec un surnom étonnant, Mohamed al-Pourtoukali. Oui, Mohamed le Portugais. Alors ça, c'est paradoxal, parce qu'il n'était pas du tout pro-portugais. Au contraire, il les combattait. Alors, pourquoi ce surnom? Ça vient d'un drame personnel. Lors d'une bataille perdue par les Ouattacides contre les Portugais, près d'Assila, son jeune fils, qui s'appelait aussi Mohamed, a été fait prisonnier. Ah. Et il est resté captif au Portugal pendant 7 longues années. Son père a finalement réussi à réunir l'énorme rançon demandée pour sa libération. C'est donc cette longue captivité de son fils au Portugal qui lui a valu ce surnom, Al-Bortoukali. D'accord. Après la défaite de Oued El Abid, comment ça se termine pour la dynastie ouattacide? Ça s'accélère. En 1548, le chef saadien Mohamed al-Cheikh prend Fès. Il capture le dernier sultan ouattacide officiellement reconnu, Ahmad al-Ouattassi. C'était le fils d'Al-Bortoukali. Et que devient-il, ce dernier sultan? C'est flou aussi. Certaines sources disent qu'il est mort de mort naturelle, en résidence surveillée à Marrakech. D'autres parlent d'un assassinat dans la région du Dra. On ne sait pas vraiment. Mais ce n'est pas tout à fait la fin. Il y a un dernier épisode. Oui, un dernier soubresaut. Un membre de la famille, un cousin du sultan déchu, qui s'appelle Bouassoun, qui avait d'ailleurs lui-même régné brièvement avant, arrive à s'échapper. Comment? Les récits divergent. Est-ce qu'il est allé directement à Tlemcen, qui était sous influence ottomane? Ou alors, version plus rocambolesque, est-ce qu'il a fait un tour par l'Espagne, peut-être même l'Allemagne, pour chercher de l'aide auprès de Charles Quint, avant d'être capturé par des corsaires et de finir par rallier les Ottomans? Quoi qu'il en soit, il trouve l'appui des Ottomans, qui sont en pleine expansion en Afrique du Nord à ce moment-là. Exactement. Ils viennent d'absorber les territoires des Eyénides à Tlemcen, des Hafsides à Tunis. Donc, avec une troupe ottomane, Bouassoun réussit un coup d'éclat. Il reprend Fès en 1554. La population l'accueille bien? Au début, oui. Soulagé de voir partir les Saadiens. Mais très vite, le comportement des soldats turcs, les exactions, ça retourne l'opinion publique contre lui. Et ça ouvre la porte au retour des Saadiens. Forcément. Mohamed al-Cheikh revient avec ses troupes. Il reprend Fès assez facilement cette fois. Et il tue Bouassoun. Là, c'est vraiment la fin des Ouattacides. Le pouvoir saadien est établi sur tout le Maroc. C'est important de souligner que, malgré toute cette agitation politique et militaire, la période ouattacide n'est pas un désert culturel ou spirituel, loin de là. Non, effectivement, il y a une vraie continuité avec l'héritage mérinide sur le plan intellectuel. C'est-à-dire? On trouve toujours une production intellectuelle notable. Des chroniqueurs, des juristes, des lettrés. Les sources parlent de 60 à 70 auteurs actifs pendant ce siècle. On peut citer Yahya ibn Khaldoun, le frère moins connu mais savant d'Abderrahman, ou la famille Alwan-Charizi. Ah oui, l'auteur du Millard. Le père, oui, auteur de cette somme monumentale du droit malikite. Et son fils, Abd al-Wahid, qui a vécu la transition vers les Saadiens. D'ailleurs, son refus de leur prêter allégeance lui a coûté la vie. Et sur le plan spirituel, vous parliez même d'effervescence. Oui, c'est un moment clé pour le soufisme marocain. C'est là que se structurent les premières grandes confréries, les Awaliens, avec des figures majeures comme Al-Jazouli et ses disciples. Ceux qui deviendront les saints de Marrakech. Exactement, Sidi Bel Abbès, Abdelaziz Tebaa. C'est aussi l'époque d'autres grandes figures de sainteté, dont le culte est toujours très vivant,
comme Sidi Bou Abid Cherki à Boudjad. Mais cette intense spiritualité, elle a peut-être une face plus sombre, hein? Forcément. Le traumatisme de la perte de l'Andarousie, l'arrivée des réfugiés, l'occupation des côtes par les chrétiens, tout ça crée un climat d'angoisse, un peu apocalyptique. Un terreau fertile? Fertile pour le renouveau spirituel authentique, oui, mais aussi pour les faux prophètes, les charlatans, les illuminés qui exploitent les peurs et les espoirs des gens. Il y a cette anecdote sur Al-Jazouli et son manteau. Ah oui, c'est une chronique qui raconte ça. Al-Jazouli, mécontent de Fès ou voulant symboliser un transfert de pouvoir spirituel, aurait saisi un pan de son manteau de laine noire, la digla, en faisant une invocation ou une malédiction. Et ce geste avait un sens. Apparemment oui. Saisir un pan de vêtement pour implorer ou maudire, c'était un geste symbolique compris à l'époque et qui aurait même perduré. C'est intéressant, ça montre la persistance de certains codes gestuels. Si on essaie de faire un bilan rapide, comment on situe les Ouattacides par rapport aux autres grandes dynasties marocaines, sur le plan militaire par exemple? Militairement, la comparaison n'est pas souvent à leur avantage. On ne leur connaît pas de grandes victoires éclatantes comme Zalaka pour les Almoravides ou Alarcos pour les Almohades, ni même Oued al-Makazine, la grande victoire des Saadiens contre les Portugais juste après eux. On retient surtout leurs difficultés. Oui, leurs difficultés face aux Portugais et leur incapacité à stopper les Saadiens. Il faut dire aussi que la puissance militaire marocaine déclinait déjà depuis la fin des Mérinides, après les derniers grands sultans comme Abou Inad. Donc on peut les voir comme une dynastie de transition, principalement. C'est souvent l'image qu'on en a, oui. Pris en étau entre la fin des Mérinides et la montée des Saadiens, avec une pression extérieure énorme des Ibériques. Ils ont quand même maintenu une forme d'État pendant près d'un siècle, mais dans des conditions vraiment très difficiles. En résumé, donc, les Ouattacides, même s'ils sont un peu dans l'ombre de l'histoire officielle marocaine, ils ont quand même tenu les rênes pendant presque un siècle. Une période de bascule totale. C'est ça. Pression énorme des Portugais et Espagnols sur les côtes, et à l'intérieur, des changements profonds, fin de l'héritage mérénide, l'arrivée en force des Saadiens du Sud, et puis l'importance croissante des confréries soufis comme acteurs politiques. Ils n'étaient pas juste des figurants. Non, ils étaient au cœur de l'action, même s'ils ont souvent été dépassés par les événements. Leur histoire montre bien comment tout s'entremêle à cette époque. Les luttes de pouvoir interne, les menaces extérieures, l'importance nouvelle du religieux et de la légitimité chérifienne, cette tension nord-sud. C'est complexe. Très complexe. Et leur échec final face aux Sahabiens montre peut-être qu'un pouvoir trop basé sur les anciennes structures administratives avait du mal face à une nouvelle force qui combinait le militaire, le religieux et cette revendication chérifienne. Et ça nous laisse avec une question pour finir, une piste de réflexion. Comment se construit la mémoire historique? Pourquoi les Ouattacides, qui ont quand même régné un siècle, fait pas rien à un moment aussi crucial, pourquoi ont-ils une place si discrète dans le récit national? Qu'est-ce que leur effacement relatif nous dit sur ce qui fait qu'une dynastie entre ou non au panthéon de l'histoire officielle, dans la mémoire collective? C'est une question qui va au-delà des Ouattacides finalement, ça interroge la façon dont on écrit l'histoire.